Au cœur de l'hiver, quand tout est gris, les passants cherchent tous à se réchauffer. À Paris, les connaisseurs ont leur adresse. Dans ce joli bar à soupe, beaucoup viennent retrouver des couleurs. Alors, vous voulez manger sur place ou emporter? Et les soupes aujourd'hui, soupe du marché, la soupe de légumes classique, crème de carottes, potiron à l'avocat, tomate pomme ricotta. Chaque jour, 6 soupes différentes sont proposées. Du velouté classique de légumes à la verdoyante crème d'épinards, en passant par l'inattendu tomate ricotta pomme. Pour attirer les clients, Anne-Catherine, la propriétaire, doit flatter autant leurs yeux que leurs papilles. C'est vrai que moi, c'est mon premier plaisir à moi, donc j'imagine que c'est une des clientes. C'est vrai que c'est magnifique. Enfin, voilà, à chaque fois que j'ouvre mes soupes et qu'il y a ces couleurs, je trouve ça formidable. Hein. Ici, tous viennent déguster un plat sain et savoureux. Elle me plaît parce qu'elle est épaisse, elle est bien chaude et épicée, mais pas trop. C'est meilleur qu'un sandwich ou qu'un panini, ça change, voilà, et d'hiver en particulier. Et quand on était petit, qu'on n'avait pas les légumes, c'est le seul moyen de nous en faire manger. On a gardé l'habitude quand même. Alors, vous voulez... Anne-Catherine vend chaque bol 4,10 €, soit près de 7 € le litre. Ce n'est pas donné, mais la fabrication d'une bonne soupe nécessite un vrai savoir-faire. D'abord, des oignons. Ils vont exalter la saveur des légumes. Donc voilà, on va faire venir tout ça et roule ma poule. La qualité d'une soupe tient surtout à la quantité de légumes. S'il faut faire des soupes, il faut qu'elles soient bonnes. Une crème de carottes, il faut avoir pleinement le goût des carottes. Donc on va y aller plein de carottes. Les légumes, c'est ce qui donne du goût à une soupe. Anne-Catherine en met toujours 50% pour 1 litre d'eau. C'est à ce moment-là qu'on va voir si elle est trop épaisse, donc éventuellement rajouter de l'eau. Si elle est trop liquide, on est mal parti. On va rectifier l'assaisonnement. C'est vraiment le moment où la soupe finale se dessine et il ne faut pas le traiter à la légère. Donc je vais me concentrer. Des commerces comme celui d'Anne-Catherine, la France en compte des centaines. Manger de la soupe est redevenu tendance. La soupe, c'est un concentré de vitamines, fibres et sels minéraux. Ce plat familial par excellence séduit les Français. Nous en consommons plus de 13 litres par personne et par an. Aujourd'hui, une soupe sur 2 est achetée toute prête en hypermarché. Velouté de 10 légumes, de la crème de cèpe, de la crème de potiron, une légume avec du fromage fondu. Les fabricants surfent sur l'image bien-être de la soupe. Mais ces potages industriels sont-ils vraiment bons pour notre santé? Par petite briquette, on a l'équivalent de 9 grammes de sucre. Donc ça, c'est 2 morceaux de sucre. Velouté de poire aux pommes de terre, soupe de poisson et gratiné à l'oignon, nous avons enquêté sur la fabrication industrielle des grands classiques. Moi, je mange pas ça, hein. J'ai envie d'être normal, moi. Pour vous vendre des soupes toujours moins chères, vous allez voir jusqu'où les industriels sont prêts à aller. Pour faire une soupe, ça ne m'attire pas du tout. Il n'y a que de l'arête, quasiment pas de chair dessus. Plongez dans les petits secrets de fabrication de vos soupes préférées. Les enfants, vous pouvez venir mettre la table? Chez les Windal, c'est l'heure du souper. Qu'est-ce qui nous manque là, tu penses, pour notre repas? Hein? Les soupes. Ah ouais, c'est vrai. Valentine, leur maman, n'a pas eu le temps de cuisiner, mais elle a une solution express. De la soupe en briques. C'est plus simple, c'est vite fait. Et quand on n'a pas trop prévu le repas, un dimanche soir, quand on a eu envie de faire d'autre chose que de faire la cuisine, eh ben, c'est bienvenu, une petite soupe en briques. En plus, je sais que les enfants aiment ça, donc voilà, c'est pratique. Vous pouvez venir à table, les enfants. Au menu ce soir,
Une soupe aux légumes et au kiri, la préférée des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il veut? De la soupe. Encore. Elle sent bon cette soupe? Ça sent très bon. La brique de soupe n'a coûté que 2,50 €. Très bon. Je préfère cette soupe-là que la soupe de maman. Pourquoi? Ah, parce qu'elle est vachement meilleure, celle-là. Franchement, je pense qu'il y a vraiment ce petit goût un peu plus marqué de la soupe qui fait que les enfants, ça accroche un peu plus que la soupe plus light de leur maman. En France, Valentine et sa famille ne sont pas les seuls à se lécher les babines avec les soupes en briques. Aujourd'hui, ces soupes prêtes en 5 minutes représentent 70% du marché. Et il y en a pour tous les goûts. Des classiques asperges et morilles, potiron châtaigne, légumes d'autrefois, aux plus sophistiqués comme poulet taille et poireaux Saint-Jacques. Des recettes imaginées par les grandes marques qui rappellent le terroir et les plats de nos grands-mères. Cette nouvelle tendance n'a pas échappé à Xavier Terlet. On vient de recevoir le standard Japon sur les soupes. Voilà ce que ça voilà. Ouais. Très bien. C'est exactement la tendance qu'on avait trouvé. D'accord, il y a plusieurs références. La spirulina, sur la spirulina. Oui, il y a une référence spirulina. Ce consultant aide les grandes marques à adapter leurs produits au désir du consommateur. Depuis quelques années, les fabricants font tout pour rassurer leurs clients sur le caractère authentique de leurs briques. La soupe, ça évoque la naturalité pour le consommateur. Ce qu'on appelle la naturalité, c'est essentiellement la soupe des légumes. C'est fait à base de légumes très peu transformés. Vous savez que le consommateur, il aime bien l'alimentation qui est moins transformée. Donc avec des garanties de naturalité, que le produit soit le plus proche possible du légume d'origine, en quelque sorte. Et pour vous faire oublier que ces briques sortent d'une usine, les industriels affichent même des messages subliminaux sur leurs emballages. Si on regarde bien, c'est des petits signes qui sont parfois imperceptibles. La petite nappe à carreaux qui montre bien qu'on est à la campagne ici. Et puis bien sûr, les produits avec la texture, la saucisse derrière, le chou qui est là. Tout est là pour dire que ce produit qui est, en fin de compte, un produit en brique complètement industrialisé, est un produit presque comme du fait maison, fait à la campagne. Nous projeter en pleine campagne, c'est le nouveau credo des fabricants. Exemple frappant avec ce velouté de poireaux pommes de terre. Donc c'est vrai, comme si ça pouvait être faux, c'est vrai, c'est frais, c'est prêt. On nous montre la petite ardoise, toujours cette petite ardoise qu'on retrouve en code systématique de la naturalité, écrit comme si c'était écrit à la main. Tout y est, tous les symboles de la naturalité sont présents sur ce packaging. Message après message, les industriels le martèlent. Leurs soupes sont naturelles. Derrière ces slogans, qu'en est-il réellement? Nous avons enquêté sur la fabrication de ce velouté de poireaux pommes de terre, vendu comme un produit authentique. C'est dans le nord de la France, près d'Arras, que cette soupe est fabriquée. Cette entreprise est le 4e producteur européen de soupe, derrière des marques comme Liebig ou Knorr. Chaque année, 15 000 tonnes de briques sortent de ces chaînes. À la tête de l'usine, Philippe Ferrellec, un ancien chef. Plus clair. Beaucoup plus clair, c'est clair. Sa spécialité, créer des soupes pas chères pour les marques distributeurs. Chaque jour, des dizaines de palettes partent de cet entrepôt à destination des hypermarchés Auchan, Système U ou Leclerc. On travaille à peu près sur 70 recettes à aujourd'hui, toutes différentes, qui vont du velouté de tomate, de la crème de cèpe, du velouté de 10 légumes, de la crème de potiron, une légume avec du fromage fondu. Là, par exemple, on a aussi un duo d'asperges et ciboulettes. Un catalogue vertigineux de recettes. Mais Philippe est soumis à une énorme contrainte. Pour que les hypermarchés puissent vendre leurs briques à moins de 2 €, le coût de production d'un litre de soupe ne doit pas dépasser les 30 centimes. Pour y parvenir, l'industriel diminue d'abord le coût de sa matière première, les légumes. Pour cela, il emploie un ingrédient bon marché et en grande quantité,
La pomme de terre. Ce féculent, Philippe vient le chercher chez cet agriculteur. Et que nous, effectivement, on utilise les ingrédients d'entre parenthèses de Madame Tout-le-Monde. On utilise des pommes de terre comme les mêmes qu'elle peut acheter. Dans ses soupes industrielles, Philippe incorpore chaque semaine entre 30 et 50 tonnes de cet ingrédient. Élodie, elle est assez allongée. La Maravelle, elle est là. Donc gros calibre, chair jaune qui ne se démonte pas. C'est de la Binch. La Binch, c'est la plus classique. C'est la plus classique, ouais. C'est celle qui coûte le moins cher à produire. Pour les fabricants de soupes industrielles, la pomme de terre est l'ingrédient le plus rentable. Et le cours de la patate a encore chuté cette année. Il y a de la production, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de bestioles qui sont venues altérer les cultures. Donc le cours, comme il dit, la météo, donc le cours baisse. Et cette année, on tourne entre 70 et 90 euros selon les conditionnements, lavés, non lavés. Mais notre coût de production, il tourne autour de 100 euros, sorti d'ici, conditionné. À 80 euros la tonne, le coût pour Philippe de la pomme de terre est dérisoire. Dans un litre de velouté poireau pommes de terre, les 17% de patates ne lui coûtent qu'un centime. Et pour qu'il puisse diminuer encore son coût, son fournisseur lui sélectionne les plus grosses. C'est de la Mélodie, là. Ouais, c'est ce qu'on vous envoie. J'avais souvenir l'année dernière d'avoir eu à un moment vraiment des grosses pommes de terre. On en a pesé, elles faisaient 800 quoi, 700, 800 grammes. Par exemple, ce calibre-là, on va être obligé d'éplucher un peu plus longtemps. Quand on va avoir que des grosses comme ça, on va éplucher un peu moins longtemps. Moins de temps d'épluchage, c'est moins d'argent dépensé. Mais ces procédés ne suffisent pas encore à produire 1 litre de soupe à 30 centimes. Le plus gros des économies se joue pendant la fabrication. Allez, voilà, on attaque. Ce matin, Philippe lance la production de son velouté de poireaux pommes de terre. Les ingrédients arrivent un par un. Donc d'un côté, on a les poireaux, on a la pomme de terre, les pommes de terre qui ont été épluchées et découpées. On va avoir la crème qui va arriver, le beurre. Pour faire ce velouté dans les règles de l'art, il faut d'abord faire revenir les oignons et les poireaux, puis rajouter l'eau et les pommes de terre. Ici, pour diminuer le coût de fabrication, on mélange les ingrédients tous ensemble. On va cuire tout en remuant. C'est le mouvement perpétuel qui va nous permettre de cuire moins longtemps. Mais ces légumes n'ont jamais le temps de mijoter et donc d'exalter leur saveur. Au final, combien de temps tous ces ingrédients cuisent-ils? C'est défini par le service recherche et développement pour le goût, pour que ça soit juste cuit, juste tendre. Ça, c'est un secret industriel. Ça fait partie des choses qu'on ne divulgue pas, oui. Vous donnez la température? Non plus. Il y a beaucoup de secrets dans la soupe. Voilà, il y a beaucoup de secrets dans l'industriel, oui. Au fil des heures, Philippe va d'ailleurs tout faire pour entretenir ses secrets. En pleine fabrication, le directeur oublie son micro et fait une étrange demande à un employé. Les poudres, tu me les envoies pas dès le début. Hein. Je ne pas du tout. Ouais, tu les mettras à la fin. Ouais. La crème qui voit la crème, je sais pas, ça va? L'huile, non. L'huile, ça... Non. L'huile, moi, ça va. Oh, l'huile, ça va. Ouais, t'évites tout ce qui peut paraître entre louche pour un consommateur. Quelle est cette mystérieuse poudre que le directeur cherche à dissimuler au consommateur? L'employé suit l'ordre de son chef et met ce bac à l'écart. Il ne sera jamais mélangé aux autres ingrédients pendant toute la durée de notre tournage. Nous nous sommes donc intéressés à la composition de ce velouté poireau pommes de terre. Première surprise, ce potage ne contient que 18% de poireaux et 17% de pommes de terre. Les deux ingrédients principaux ne représentent qu'un tiers de la soupe. Pour baisser leur coût de production,
Les industriels mettent moins de légumes que dans une soupe maison. Mais avec peu de légumes, un potage est trop liquide et a moins de goût. Pour y remédier, les fabricants ont trouvé la parade. Sur l'étiquette, nous découvrons d'autres ingrédients qui n'ont jamais été versés devant notre caméra. Notamment de l'amidon et des arômes. Peut-être les poudres que l'industriel a fait mettre à l'écart. Mais le sujet irrite le directeur. Vous y tenez à vos arômes, hein? Il n'y en a pas là, il n'y a pas d'arôme, c'est des extraits d'épices, donc il n'y a pas d'arôme. Il y en a 10 au moins des poireaux pommes de terre. Donc comme je vous ai dit ce matin, il y en a où il y en a, il y en a où il n'y en a pas, il y a plus de pommes de terre, il y en a où il y a plus de poireaux. Nous l'avons vérifié, ce velouté en fabrication contient bien des arômes. Et il n'y a pas 10, mais 6 recettes différentes de poireaux pommes de terre qui sortent de cette usine, dont au moins 3 en briques qui contiennent bien des arômes. En poursuivant notre enquête, nous allons découvrir que l'usage de poudre chimique et d'additifs est très répandu. On épluche tout, on coupe tout et on est parti pour une séance de cuisson. Au rayon soupe, les recettes se démodent très vite. Pour séduire les grandes enseignes, Philippe invente donc tous les 3 à 4 ans de nouvelles gammes. Voilà, tous les pépinets, tout ça. Dans ce laboratoire, l'usine développe ses nouveautés. Aujourd'hui, Philippe s'apprête à tester un potage de courge. Juste derrière lui, nous apercevons des bocaux remplis de poudre. Maltodextrine, amidon, extrait de levure, des additifs alimentaires qui redonnent du goût, de la texture et même de la couleur à ces soupes industrielles. Vous appelez ça des poudres de perlimpinpin parce qu'on ne sait jamais ce que c'est, mais en fait, vous les trouvez sous d'autres formes, dans d'autres récipients, dans votre supermarché. C'est-à-dire que on utilise la farine de riz. Ça sert à quoi pour ça nous permet d'amener une certaine texture. On a aussi du lait en poudre. Ça va nous aider à le blanchir, à amener un goût laitier. Parmi ces bocaux, il y en a un qui met Philippe mal à l'aise. Le glutamate, c'est quoi déjà le glutamate? Ça, vaut mieux pas en parler. Pourquoi? Parce que ça n'a pas vraiment le vent en poupe. Mais on utilise ici très très peu. Ouais, très très peu. C'est quoi? C'est réservé aux produits C'est pas très bien vu, c'est un exhausteur. C'est-à-dire? C'est trop technique, je ne veux pas pouvoir vous expliquer. C'est super technique. Donc, En réalité, c'est assez simple. Le glutamate est un additif utilisé pour booster les saveurs. On en trouve notamment dans les chips et les plats préparés. Effectivement, il a très mauvaise réputation, car il excite les papilles et le cerveau. Plus on en mange, plus on a faim. Consommé en trop grande quantité, il provoquerait de l'obésité, de l'hyperactivité et même du diabète. La plupart des grandes marques utilisent encore du glutamate, notamment dans les soupes déshydratées, mais aussi dans certaines briques. Reconnaître l'utilisation de poudre chimique est tabou. Pourtant, des dizaines de sociétés fabriquent des additifs ou des arômes pour donner du goût à ces potages. Après de multiples refus, l'une d'entre elles a accepté de nous accueillir en région parisienne. Alors Fong, qu'est-ce que vous développez aujourd'hui? Le laboratoire du PDG Hervé Le Sen ressemble à une véritable pharmacie. Sur ses étagères, près de 200 arômes. Ces mélanges de molécules peuvent reproduire le goût de tous les aliments. Celui du miel, de l'orange, de la mangue, mais aussi du concombre et, plus surprenant, de la viande grillée. Vous avez des arômes poivre, vous avez des arômes tomates, coriandre, de fenugrec, de basilic, de thym, de muscade. Une grande marque vient de demander à l'aromaticienne de recréer le goût d'une soupe thaï épicée. Cette soupe, appelée tom yum,
contient des crevettes, des champignons, de la citronnelle et du piment. Elle prend tout un ensemble d'extraits, donc là je pense que c'est de la capsicine. C'est l'extrait qui va donner donc cette note piquante. Elle va rajouter une petite note de lemongrass aussi, donc une note un peu citronnelle. Le coriandre, alors lui c'est toujours de l'huile essentielle de coriandre. Pour obtenir la nuance parfaite de l'arôme tom yum, Fong dispose de plusieurs molécules de saveurs différentes qu'elle assemble, comme un peintre mélange ses couleurs. Cette technique permet de mettre moins d'ingrédients naturels pour réaliser des économies. Nous avons apporté à Hervé une brique de notre fameuse soupe poireaux pommes de terre pour comprendre en quoi la chimie aide Philippe, l'industriel du Nord. Et là, d'après vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ce nom arôme sur une veloutée de poireaux pommes de terre classique comme ça? Alors on peut supposer qu'il y a un arôme de poireau qui va renforcer donc le goût du poireau. Il faut savoir que la cuisson affaiblit l'arôme, qui par définition est un produit volatile. Donc il faut aussi donner une puissance aromatique un peu plus importante. Un velouté contenant seulement 18% de poireaux, une stérilisation à 130 degrés pour sa mise en brique, sans l'apport des arômes, cette soupe n'aurait aucune saveur. Reste un autre problème à résoudre pour les fabricants de soupes industrielles. En diminuant la quantité de légumes dans leurs produits, la texture de leur potage est trop liquide. Alors, pour rendre leur soupe plus épaisse et onctueuse, ils utilisent un produit miracle. Hop. De l'amidon modifié, extrait du maïs ou de la pomme de terre. Sandrine travaille chez un distributeur d'amidon. Elle a accepté de nous montrer l'effet bluffant de cette poudre sur un liquide. Quelques grammes d'amidon mélangés à de l'eau, et voilà le résultat. Un liquide opaque, un peu visqueux. Entre les gouttes d'eau à droite et l'eau mélangée à l'amidon à gauche, la différence est visible. Là, l'eau, on voit que ça bleu-blotte quand même pas mal. Hein. Et là, vous avez une structure qui est plus fixée, plus ferme. Pour les fabricants de soupes industrielles, les vertus épaississantes de l'amidon font merveille. Pas assez de fibres, pas assez de pommes de terre, pas assez de carottes aussi. La carotte peut apporter des fibres et de la structure, mais forcément, on prend l'amidon modifié pour pallier à tout ça et apporter de la texture et stabiliser le produit. Mais cet ingrédient n'est pas sans conséquence. L'amidon modifié fait monter le taux de glucides dans les soupes. Ces produits sont donc plus riches que vous ne l'imaginez. Alors, carotte, coriandre. En interviewant Angélique Houlbert, nutritionniste, nous avons découvert que les grandes marques n'hésitent pas à incorporer du sucre en grande quantité. Quand on regarde l'emballage de celle-ci, on a l'impression que c'est un aliment sain, puisqu'on voit velouté de tomates avec des belles illustrations. On est bien loin de la réalité, parce que quand on regarde la liste des ingrédients, on voit qu'il y a du sirop de glucose, du sucre, et qu'au final, par assiette de 300 ml, donc par petite briquette, on a l'équivalent de 9 grammes de sucre. Donc ça, c'est 2 morceaux de sucre. C'est la moitié de ce que vous devriez consommer par jour. C'est totalement aberrant dans une soupe. C'est fait pour masquer ce côté acide que peuvent avoir certaines soupes, que peuvent avoir certains ingrédients. Pour améliorer la consistance et les saveurs, les industriels ont souvent la main lourde sur des ingrédients qui n'ont rien à faire dans un potage. En plus du sucre, on trouve aussi du gras. Voici la dernière innovation d'une grande marque de soupe. Des portions individuelles, sous forme de pâte, qui promettent une texture onctueuse. Elle a cette texture-là parce que quand on regarde la liste des ingrédients, on voit en premier, c'est de l'huile. Hein. Donc c'est de l'huile végétale totalement hydrogénée. Donc toutes les huiles qui sont totalement ou partiellement hydrogénées, il faut éviter, puisque de toute façon, ça sont des huiles qu'on bombarde d'hydrogène et qui justement vont boucher vos artères à vitesse grand V. Avec autant d'huile dans ces soupes individuelles, il ne reste plus beaucoup de place pour les légumes. Ce potage est aux champignons, mais vous n'en trouverez que 1,2%.
Enfin, la nutritionniste nous met en garde contre une autre catégorie de soupe. Juste des bémols sur toutes les soupes déshydratées, donc sur toutes celles qui sont en sachet. Il faut bien regarder la composition vraiment derrière, puisqu'on peut retrouver du sirop de glucose, des exhausteurs de goût, d'autres produits. Et là, on voit sucre caramélisé, exhausteur de goût. Il n'y en a pas un, pas deux, mais 3 exhausteurs de goût dans une même soupe. Quand vous donnez ça à vos enfants, vous êtes sûr, ils vont tout manger. Mais c'est pas forcément parce que c'est bon au niveau nutritionnel, mais parce que c'est bon au goût, parce que l'industriel a vraiment rajouté un exhausteur de goût adéquat. Pour éviter tous ces indésirables utilisés par les industriels, choisissez plutôt dans le commerce les soupes du rayon frais qui se conservent 3 semaines maximum. Même si elles sont plus chères et que certaines d'entre elles ne sont pas toujours bien équilibrées, elles sont tout de même mieux adaptées à vos besoins nutritionnels. Les soupes en briques ou en sachet, avec leurs additifs, leurs poudres en tout genre, voire leurs huiles hydrogénées, ne donnent pas vraiment dans le naturel. Il existe un autre potage dont la fabrication réserve des surprises. La soupe de poisson. En France, certains la font encore en respectant un subtil dosage des produits. Elle sent le sud, la mer, l'iode. À Sète, près de Montpellier, la soupe de poisson méditerranéenne est une institution. Cet après-midi, Pierrot, le propriétaire de ce chalutier, vient aux nouvelles. C'est moyenne aujourd'hui. C'est la fête de la semaine. Et il fait chaud, alors on a fait vite. Ça, 2, c'est capelin, ça? Il y a 4 bacs de capelin. De petits gabarits, soumis à aucun quota de pêche, le capelan est l'une des espèces les plus utilisées dans la soupe. Mais en Méditerranée, le poisson star de cette soupe, c'est lui. Et ça, c'est le grondin rouge, c'est le poisson qui donne le meilleur goût dans la soupe. Peut-être que ça peut vous choquer parce que le poisson est petit, mais ça ne vient pas plus gros. C'est des espèces méditerranéennes qui ne viennent pas plus gros. C'est pour ça que notre soupe en Méditerranée a un bon goût de la marée bien salé. Ces poissons qui font la fierté de Pierrot partent chaque jour vers une entreprise de la région. L'homme qui dirige cette usine, c'est Serge Durand. Vous êtes prêts? Il lui a fallu 3 ans pour mettre au point sa recette de soupe de poisson. Elle est vendue 7 € le litre dans les hypermarchés, sous la marque Marie-Amélie. Car cette soupe bénéficie d'un label rouge qui impose un certain niveau de qualité. Première exigence, la fraîcheur des poissons. Ils doivent être congelés au plus tard 24 heures après avoir été pêchés. La quantité de poissons et les espèces utilisées sont aussi réglementées. Le grondin doit représenter 70% des poissons, en compagnie de 3 autres espèces qui varient selon la pêche. On a mis le grondin, on a mis le capellan, on a mis le gascon et on a mis le bogue. Et on vient de rajouter les poireaux et les carottes qui sont en dés. Pour assaisonner cette soupe haut de gamme, Serge met de l'huile d'olive, mais aussi une épice. C'est le petit plus. Cher aux amateurs. Ce qui fait toute la différence. Voilà. C'est du safran, puisque dans les épices du label rouge, on a entre autres le piment, de l'ail et du safran. C'est un produit qui est cher, qui est naturel. On le met dans le label rouge, ça lui donne de la qualité, ça lui donne aussi de la couleur. Une couleur qui a un prix. Le safran coûte 1 200 € le kilo. On retrouve la couleur marron brune qu'on retrouve dans la soupe. On voit son épaisseur, on sent l'odeur. Cette texture si épaisse, Serge l'obtient grâce à des poissons entiers, broyés et mixés. Cette machine expurge les plus grosses arêtes pour éviter qu'elles ne se retrouvent dans votre bol de soupe. Dans chaque bocal,
Le poisson représente près de la moitié du prix de revient. Ce que l'on met en avant, c'est le pourcentage de poisson qu'il y a dans la soupe, 40%. C'est écrit devant, vous l'avez ici. On le met en valeur parce que c'est important, ce qui détermine aussi la structure de la soupe. Ça détermine aussi son prix, puisque plus vous avez de poisson, plus c'est forcément un petit peu plus cher. Est-ce qu'il y a écrit poisson entier? Attendez, moi je n'ai pas mes lunettes. La personne du marketing, est-ce qu'on a mis poisson entier? Non. Non. Pas mis poisson entier. Donc il manquerait presque une indication sur votre étiquette. Poisson entier. C'est cuisiné avec 40% de poisson. On a dessiné les poissons entiers. On a des poissons entiers. On ne l'a pas écrit. Dommage, car cette information le distingue de bon nombre de ses concurrents. Vous allez voir que la plupart des industriels qui vendent leur soupe jusqu'à 3 fois moins cher n'utilisent pas que du poisson entier. Que mettent-ils vraiment dans leurs produits? Pour le savoir, nous avons contacté plusieurs grandes marques. Aucune n'a accepté de nous rencontrer. Nous nous sommes donc rendus à Bruxelles, au Salon international des produits de la mer. Dans les allées, des milliers d'exposants, et parmi eux des grossistes qui fournissent en poisson les fabricants de potage. Ils connaissent tous les secrets des soupes de poissons industrielles. C'est en caméra cachée que nous allons à leur rencontre. La soupe de poisson, c'est fait avec des déchets de poisson. Alors quand on dit déchets, c'est un peu péjoratif, mais... Bah oui, c'est péjoratif, mais en fait, c'est ce que... en gros, quand ils achètent du cabillaud en criée, les mareyeurs, ils le font filer. Donc il reste la tête, il reste un petit peu de chair sur les arêtes. Voilà, ça sert à faire de la soupe de poisson, ou alors, après, ça sert pour la nourriture animale. En gros, voilà, ça s'achète certainement aux alentours de 30 à 50 centimes du kilo. Et c'est courant, du coup, d'utiliser ça, il n'y a pas de... Non, oui, c'est courant, ouais. D'après ce grossiste, les soupes industrielles seraient en partie faites avec des déchets de poisson. Autrement dit, les carcasses et les chutes qui restent, une fois qu'ont été prélevées les parties nobles, comme les filets. Sur place, nous découvrons des sociétés spécialisées dans le traitement de ces carcasses. En général, les fabricants de soupes utilisent ce qu'on appelle la parure de poisson. Vous allez avoir l'arête, la queue, et sur l'arête, vous allez encore avoir de la chair de poisson. On trie, nettoie les coproduits et on les surgèle chez nous directement. Donc cette parure, on peut l'utiliser, enfin en tout cas, vous travaillez avec des gens qui l'utilisent pour faire de la soupe. Voilà. De la parure. Voilà donc ce que contiennent certaines soupes de poissons industrielles. Nous avons commandé à cette entreprise un bloc congelé de 20 kg de parure que nous avons apporté au chef d'un grand restaurant de poissons à Paris. Une gambasse à suivre 2 salades de homard. Entre Michel Chouanel et les produits de la mer, c'est une histoire qui dure depuis 20 ans. Ça sent bon. Ça sent la Méditerranée, un bon parfum, comme un fumet de poisson, quoi. Le chef va-t-il en dire autant avec ce bloc de parure? Bon, c'est pas extraordinaire, enfin disons que pour faire une soupe ça ne m'inspire pas du tout. Il n'y a que de l'arête, il n'y a quasiment pas de chair dessus, donc essayez d'en enlever un. Vous avez sur l'arête, sur celle-ci, vous avez 5% de chair, je suis généreux. Non, il n'y a rien. Hein. Il y a vraiment très peu de chair. Au niveau de la tête, ils en laissent un petit peu. Vraiment pour donner de la saveur avec ce produit-là. Ce bloc de parure est un amas de têtes, de queues et d'arêtes compressées, œils et nageoires compris. Non seulement il n'y a aucune chair, mais en plus, les déchets de poisson n'ont pas été bien nettoyés. Un petit morceau de boyau. C'est dans ce genre de poche qu'on risque de trouver un peu de sable, un peu de cailloux, de petits morceaux de coque de coquillage. Il y a quand même des petites poches de sang. C'est pas toxique. On va pas dire que c'est toxique. Bon, enfin bon, c'est pas super. Et je pense pas qu'ils relavent un par un les poissons une fois qu'ils soient décongelés. Donc ça, dans une soupe, qu'est-ce que ça peut avoir?
ça va apporter un goût âcre. Des boyaux, des poches de sang et aucun filet. C'est la recette des industriels de la soupe pour faire baisser leur coût de production. Faire une soupe de poisson, ça revient cher. C'est un poisson qui n'est pas donné. Donc si on veut pouvoir vendre à la grande distribution à des prix qui vont attirer le consommateur, il faut baisser les coûts. Et les coûts ils vont baisser par la matière première. 1 kilo de parure de poisson congelé comme celui-ci ne vaut que 80 centimes. C'est 2 fois moins que pour du poisson entier. Comment ces blocs sont-ils fabriqués? C'est dans le nord de la France que nous allons trouver la réponse, à Boulogne-sur-Mer. Ici se trouve l'usine qui nous a envoyé le bloc de parure. Nous avons rendez-vous avec la commerciale, rencontrée à Bruxelles. Notre demande de tournage étant restée sans réponse, nous nous présentons en tant que responsables d'une cuisine collective et filmons en caméra cachée. Le chef de production nous propose de visiter l'usine. Très vite, nous tombons sur ces bacs entiers de carcasses. Cette entreprise les achète aux marailleurs qui veulent s'en débarrasser. On va ramasser des arêtes, alors des arêtes de saumon, des arêtes de cabillaud, des arêtes de génois. D'accord. Une tête et arêtes attachées. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Par exemple, cette machine récupère des petits bouts de chair sur les arêtes pour en faire une pulpe qui ressemble à de la viande hachée. On va récupérer la chair. Les arêtes continuent, elles sont aspirées vers un canon à l'extérieur. Et cette chair-là, elle est utilisée dans l'industrie. Alors, si c'est du cabillaud, ça va faire de la crème morue, des choses comme ça. Cette usine fournit notamment des fabricants de soupe de poisson. Et voici ce qu'ils commandent, des têtes et des arêtes. Donc ça, c'est la parure. Alors ça, là, c'est du gros cabillaud. Donc normalement, ça serait étonnant qu'on vous envoie si gros. Vous imaginez quand je vais faire rentrer ça dans les cellules, ça a du mal à trouver sa place. Pour faire des blocs de parure, les petits gabarits comme celui-ci sont très appréciés, car ils doivent rentrer dans ces moules pour être congelés. Après 2 heures à moins 25 degrés, les chutes de poissons sont devenues des blocs. Extraits des bacs, ils seront livrés aux industriels. Pour fabriquer notre bloc de parure, le procédé a été le même que pour ces morceaux de saumon. Alors, existe-t-il en France des fabricants qui n'utilisent que de la parure dans leur soupe? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Vendée, au Sables d'Olonne. Cette entreprise produit 120 tonnes de soupe par an, vendues au rayon produits du terroir des hypermarchés et dans certaines épiceries. Bon, qu'est-ce qui se prépare aujourd'hui? En brûlant, ça baisse 40%. La 40%, c'est la principale recette de soupe de cette gérante. Elle contient 40% de poisson. On a du cabillaud, du lieu jaune, parfois du merlan. Mais ne cherchez pas les filets sur ces poissons. Sa soupe est uniquement élaborée à partir de parures. En bref, des carcasses. Mais la gérante assume. La parure, ça reste presque 60 à 70% du poisson. Et c'est quelque chose qui peut s'utiliser pour faire beaucoup de choses intéressantes, et notamment la soupe de poisson. D'accord. Mais il manque la partie la plus noble du poisson dans la parure. Oui, on va dire que c'est la partie la plus noble, le filet. Ceci dit, vous allez retrouver énormément de chair dans la tête. Il y a bien de la chair dans la tête, mais elle ne représente que 5% d'un poisson. Le reste de la parure comportera beaucoup d'arêtes et des queues. Ça gêne pas le goût, ça gêne pas la texture, qui n'est pas du tout qui est pas de filet sur le poisson. Non. Je pourrais vous faire goûter 2 soupes, une avec du poisson entier, une avec de la parure. Vous ne trouverez aucune différence. En réalité, la texture d'une soupe faite uniquement à base de parure s'en ressentira et elle sera moins riche en protéines. Dans les rayons,
le consommateur n'a aucun moyen de faire la différence entre ces deux types de soupe. Pour les produits transformés à base de poisson, c'est la législation européenne qui encadre l'étiquetage. Elle n'oblige pas les fabricants à mentionner les parties du poisson qu'ils utilisent. Ces bocaux annoncent tous les deux 40% de poisson. Mais celui de droite, fabriqué à 7, ne compte que des poissons entiers, alors qu'à gauche, cette soupe est faite uniquement avec des carcasses. Des informations que le consommateur n'a jamais. En matière de soupe, la grande distribution n'est pas la seule à avoir ses petits secrets. À Paris, beaucoup de restaurants affichent sur leur menu un potage que l'on trouve dans tous les quartiers touristiques. Considéré comme un mets royal au XVIIIe siècle, il est devenu un plat très populaire. C'est la soupe à l'oignon. Mais d'un établissement à l'autre, c'est parfois la soupe à la grimace. Pour savoir ce que l'on attend d'une bonne soupe à l'oignon, nous allons voir l'un des plus fins connaisseurs de la cuisine française, Gilles Pudlowski. Sur son blog, ce critique gastronomique à la plume aiguisée hache menu tous les plats qu'il teste dans les restaurants. Pour Gilles Pudlowski, une bonne soupe à l'oignon doit combiner plusieurs qualités. Le côté savoureux, si l'oignon est présent, s'il y a un petit goût d'oignon, un petit peu caramélisé, un petit peu noiseté comme ça, et puis que le fromage soit pas trop envahissant, hein, en fait, qu'on n'a pas l'impression de manger une gratinée au fromage dans lequel il y a un petit peu d'oignon bidon comme ça. Accompagné du critique, nous partons tester plusieurs restaurants. Direction Montmartre, l'un des quartiers les plus visités de Paris. Ici, la soupe à l'oignon tient le haut de l'affiche. Première escale dans cet établissement. Je peux faire une petite photo de vous avec le... Ça vous embête? Avec la soupe? Ouais, vous pouvez faire un peu comme ça. Montrez-moi, montrez-la moi. Ouais, sympa, ah, vous êtes bien là. Il est sympa. Merci beaucoup. Voilà. Sympa. On va partager. Ouais. Ça ressemble à une soupe à l'oignon déjà. Et ça, c'est peut-être mauvais, mais c'est joli à voir déjà. Enfin, c'est comme ça qu'on l'imagine. La soupe a un bel aspect. Quant au goût... Elle n'est pas fade, elle est grasse, mais elle n'est pas fade. Elle est de l'oignon, là. Elle est lourdingue, mais sympa. Qui est 10 sur 20. Place au second test, à quelques mètres de là. C'est même pas la peine de goûter, là. Ça commence mal, et ça ne va pas s'arranger. On va dire que c'est nul. Ouais. Trop de ton dégueulasse. Ramolo. Spongieux. Ouais. Le fromage, il a aucun goût. Je sais pas s'il y a du chèvre ou de la vache, n'importe quoi. Moi, je mange pas ça. Hein. J'ai envie d'être normal, moi. Ouais. Quelle note vous donnez? Ah, ça c'est... Allez, on va être gentil, on va y mettre 4 sur 20. Ah oui. Cette soupe est vendue autour de 10 €. Un prix que les ingrédients utilisés sont loin de justifier. Nous avons découvert que beaucoup de restaurateurs ne cuisinent pas eux-mêmes leur gratiné à l'oignon. Ils se procurent des soupes industrielles prêtes à l'emploi. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Enchantée. Ce commercial travaille pour une très grande marque de soupe vendue en hypermarché. Mais chaque jour, il démarche aussi des restaurateurs pour leur vendre des potages tout prêts. Nous lui avons donné rendez-vous en nous faisant passer pour les gérants de cette brasserie. Vous allez avoir par exemple une crème d'asperges que vous allez avoir. Vous allez avoir aussi la crème de potiron. Donc après 5 légumes verts, donc après tout dépend, pistou, épinards, chou-fleur broncoli, champignons des bois. Sur son catalogue, une douzaine de soupes déshydratées vendues dans des bidons. Elles n'ont plus qu'à être mélangées à de l'eau bouillante par les restaurateurs.
Et pour une soupe, par exemple, la soupe à l'oignon, vous l'avez ou pas? Oui, je l'ai ici. Alors montrez-moi. C'est la même que celle que moi je peux acheter en hypermarché. L'idéal, c'est de la personnaliser. Vous pouvez donner un petit coup de fraîcheur, si vous voyez ce que je veux dire. Pour rajouter vos croutons, vos tomates, si vous voulez rajouter un peu du gruyère dessus. Oui. Voilà, c'est ce que font la plupart des restaurateurs. Hein, donc, c'est pour ça. Cette soupe à l'oignon prête à l'emploi ne coûte que 20 centimes par portion au restaurateur. Mais elle vous sera facturée au moins 5 €. Un joli bénéfice pour les établissements. Que contient exactement cette boîte de soupe à l'oignon servie par certains restaurateurs? C'est dans cette brasserie chic du 1er arrondissement de Paris que nous allons trouver la réponse. Le chef Éric Salmon a fait de la soupe à l'oignon la signature de sa carte. Ça marche bien autant en hiver qu'en été. Faut pas la retirer, on la retire mais on ferme l'établissement après. Ici, elle est mitonnée avec soin. Pour réaliser 1 litre de potage, le chef incorpore 1 kg d'oignons. On les tourne un petit peu pour bien les imprégner de beurre. Et maintenant, on va les laisser un petit peu compoter, ce qu'on appelle compoter, réduire, colorer légèrement. Il ne faut pas qu'ils soient brûlés parce que ça dégage une certaine amertume. Et qu'il faut qu'ils soient colorés parce que c'est ce qui va donner la couleur de la soupe à l'oignon, ce côté un petit peu ambré. Vous voyez comment ça colorer là? Une fois les oignons caramélisés, Éric va exalter leur saveur. Voilà, maintenant on va mouiller. En ajoutant un élément essentiel, ce bouillon de viande. Donc là on a des pieds de veau pour amener le côté un peu gélatineux. Vous savez, le côté un peu gourmand, rond en bouche, qui va donner un peu un liant naturel. Là, vous pouvez voir, regardez. Là, on a des carottes. Ce bouillon a nécessité 4 heures de préparation, plusieurs kilos de veau et des légumes. Ce temps passé au fourneau, tous les restaurateurs ne sont pas prêts à s'y consacrer. Ils utilisent donc ces boîtes de soupe prêtes à l'emploi. Bah, c'est de la poudre, après on va attendre de voir ce que ça donne une fois délié, quoi. À l'intérieur, des granulés qu'il faut mélanger à de l'eau bouillante. Quelques coups de fouet et c'est déjà prêt. Là, c'est pas de la soupe à l'oignon. On a une soupe à l'oignon. On voit les oignons, il y a ce côté travaillé derrière. C'est vrai que ce qu'il faut leur reconnaître, c'est que où ils ont été forts, c'est sur la couleur. On retrouve quand même la couleur. Pour obtenir cette couleur et cette texture, le fabricant incorpore du caramel, de l'amidon modifié et de l'extrait de levure. 1 litre de ce potage industriel coûte 5 fois moins cher à produire que la soupe à l'oignon du chef. C'est un peu dramatique quand même, ça me laisse dubitatif quand même. Et là, il n'y a pas de travail, on voit que la rentabilité. On s'enterre vivant si on sert ça dans les restaurants, je comprends pas. Hors de question pour Éric d'employer cette méthode. Le chef termine sa réputée soupe à l'oignon par le duo crouton-fromage. Alors, retenez simplement que pour faire une bonne soupe, quelques légumes suffisent, même si vous ne connaissez pas parfaitement leur origine. Pourquoi ne pas prendre quelques minutes pour la faire vous-même? Votre soupe sera garantie 100% naturelle, plus riche en vitamines et nutriments. Car comme le dit l'adage, c'est toujours dans les vieilles marmites qu'elles sont les meilleures.